à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la dernière de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Quel est le point commun entre Desailly, Deschamps, Thierry Henry, Ronaldo, Pogba ou encore Benzema? Vous me direz le foot, facile. Oui, mais pas que. Ces stars du ballon rond sont toutes passées à 16 ans par le Mondial Football Montaigu, mondial qui, mine de rien, fête, lui, ses 45 ans d'existence cette année. Ça se passe du 11 avril au 17 avril prochain et pas uniquement sur Montaigu, puisque d'autres clubs, d'autres terrains et donc d'autres communes ont été choisis pour accueillir les équipes nationales et étrangères. Et justement, quand on connaît l'économie et la manne financière que génère un sport tel que le football, que représente ce mondial pour les jeunes talents du foot, mais aussi et surtout pour ses organisateurs? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de savoir et de comprendre avec notre invité qui nous fait le plaisir d'être sur le plateau de la grande émission. Mais avant de l'accueillir, j'accueille les chroniqueurs du vendredi et vous allez voir qu'il y a du changement. Parce qu'il y a Jérôme Aubineau. Et Jérôme Aubineau, avant d'accueillir Fanny, Jérôme Aubineau, quand il a su qu'il y avait une émission sur le foot, il a dit « J'ai jamais fait de papier sur le foot, donc je veux venir ». Donc on a été un peu obligés. Bonjour Jérôme Aubineau. Bonjour Adèle. Ça va bien? Bien. Je suis contente de vous voir pour cette fin de semaine. Ça fait drôle, hein, fin de semaine, fin de le week-end, se voir. Oh, ça fait du bien, en plus vous êtes en compagnie de Fanny. Très bellement. Un peu mieux que Franck, dire. Pas. Jérôme, on s'embrasse Franck. On va parler foot, c'est ça? Ouais, oui, un petit billet d'humeur sur le foot. Ah, très bien. Voilà. Je suis pas très footeux, mais belle thématique pour faire un papier, par contre. Oui. Belle thématique. Fanny, on va parler... Bonjour Fanny. Bonjour tout le monde. Fanny, auteure, illustratrice BD. On va parler de deux bouquins. L'un... Chronique branchée, humour, trash, noir, cynique, impudent. Voilà. Et rien à voir avec le foot, mais c'est pas grave. Tout ce qu'on aime. Ça sera pour la première partie. La deuxième partie, on parlera de Vooch, c'est ça? Vooch, ouais. Que tout le monde connaît, car on tombe sur les dessins de Vooch dans des magazines et notamment dans Le Monde aussi. Ça, c'est pour tout à l'heure. Il n'y aura pas Max, parce que Max, il est en Allemagne pendant un mois. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il est en tournée, un peu comme vous, Jérôme. Peut-être qu'il nous enverra des vidéos, on ne sait pas. En tout cas, on le retrouve très très vite. Alors, nous recevons sur le plateau de la grande émission, et on en est ravis, c'est Michel Allemand. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes le président du Mondial Football Montaigu. On ne met pas le 2, Montaigu. On met pas le 2. Voilà. Alors moi, j'étais jalouse parce que Michel, il va souvent dans l'émission d'Aurélien Huard, 85 chrono. Et je dis non, moi, je veux mon émission aussi sur le foot. C'est pour ça que vous êtes venu et on en est ravis. Michel, le mondial ouvre d'ici quelques jours. Ça commence mardi prochain, c'est-à-dire le 11 avril, je le rappelle, et jusqu'au 17 avril prochain. Ça fait 45 ans que ça dure. C'est le 45e anniversaire. Alors, c'est 45e anniversaire, effectivement. Ça a commencé en 1973. Alors, si on compte 45, ça ne fait pas le compte, hein, mais c'est la 45e édition. C'est la 45e édition. Et vous y êtes depuis le début? Alors, pas forcément en tant que président. Non, j'y suis effectivement depuis le début. J'ai cette chance-là d'avoir pu côtoyer le fondateur André Van den Brink, avec toute son équipe et tout ça. Et puis, bon, on a essayé, au fil des années, de continuer, de faire durer la manifestation, de l'entretenir, de lui apporter des petites touches pour arriver à ce que c'est aujourd'hui. Et c'est pas une petite paille, c'est un vrai événement. Et d'ailleurs, qui compte notamment via les joueurs, les grands joueurs d'aujourd'hui. On va en reparler. Le foot, c'est une passion? Comment vous en avez fait? Oui, pour moi, oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père, mon papa était arbitre de foot à un bon niveau. Puis moi, j'ai toujours joué au foot. À mon petit niveau, mais à l'âge de 15 ans, je jouais en équipe première et ainsi de suite. Puis après, j'ai eu des blessures, mais j'ai rejoué après. Je suis passé par le club, j'ai tout fait. J'ai été joueur, entraîneur des jeunes, entraîneur senior, secrétaire et président. Voilà. Ça vous a jamais quitté? Jamais quitté, mais j'aime bien tous les sports, mais bon, le foot, c'est comme ça, c'est naturel. Alors, qu'est-ce que le foot a de plus qu'un autre sport? Selon vous, hein? Faut pas dire ça, parce que plus, pour moi, bon, c'est un sport collectif, il y a aussi la partie sportive qui est la plus importante forcément, mais aussi la partie convivialité comme on retrouve dans d'autres sports, hein, en basket, en rugby, et ainsi de suite. Hein, voilà, c'est un ensemble. Et, bon, comme moi je suis pas sorti de Montaigu, je suis né à Montaigu, je suis resté à Montaigu, je n'ai pas bougé de Montaigu. Ancien conseiller départemental aussi. Oui. Non, il faut le dire que vous avez des fonctions d'élu quand même. À Montaigu pendant 3 mandats. Voilà. Mais bon, c'est une vie bien remplie, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, voilà, c'est tout. Après, bon, ça n'a pas toujours été
Facile à composer. Avec vos responsabilités, ouais. Ouais, puis bon je remercie mon épouse parce que ça n'a pas toujours été. C'est souvent ça. On remercie souvent les épouses. Très facile. Ouais. Bon, j'ai 2 garçons. L'école, moi, les réunions d'école, je ne connaissais pas, ainsi de suite à l'époque. Mais ça, c'est l'autre, beaucoup de gens qui s'engagent dans le milieu associatif. Hein. Après, on est obligé de faire des choix. Bon, alors des choix, c'est peut-être pas toujours les... Après, il faut savoir... Composer. Voilà. Exactement. Bon. L'idée au départ, en 73, quand l'idée est venue de... On parlait des minimes à l'époque, il y avait déjà cette vocation que ce soit un gros rendez-vous pour les jeunes de 16 ans et moins, parce qu'avant, c'était pas que les jeunes de 16 ans. Oui, c'était des minimes. Brièvement, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, c'est simple comme bonjour. En 1972, donc M. Van den Brink, qui travaillait pour des entreprises de chaussures sur le Choletais et sur la région de Montaigu, avait son fils aîné qui jouait dans l'équipe minime de Montaigu. D'accord. Et nous a proposé de faire un tournoi. Je dis nous parce que j'y étais déjà. On est parti. J'avais 20 ans. Et on est parti en voiture, à 6 voitures en Hollande, faire un tournoi du côté de Rotterdam. Hein, on a fait notre petit tournoi et au retour, ce monsieur-là qui n'était pas responsable au niveau du club de foot de Montaigu dit aux dirigeants de l'époque et nous dit si vous voulez, moi on peut composer un tournoi, je vais me renseigner et il est arrivé un jour, il a dit voilà, on peut avoir Anderlecht, le Bayern de Munich, l'Ajax d'Amsterdam, Eintracht Francfort et ainsi de suite. Bon, c'était des minimes bien sûr. Hein. Donc l'aventure a commencé comme ça. Et puis sur un ancien terrain de foot, le tournoi a duré 2 jours et demi parce qu'il y avait la présentation des équipes le samedi. Hein, ça commençait le samedi après-midi, dimanche et lundi, les matchs succédaient. Il y en avait un petit peu autour de Montaigu, à Saint-Georges de Montaigu, Boufféré, tout ça. Et puis à l'époque, les entrées étaient payantes. Pardon. Oui, parce que là c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Là c'est gratuit. Et pour des minimes à l'époque, le lundi de Pâques, la grande surprise de tout le monde, il y a eu 3500 entrées payantes. Et vous vous attendiez pas à ce succès-là? Pas du tout, parce que pour des minimes, quand vous alliez voir un match minime, même si c'était... Mais là, il y a eu un déclic, il a bien su s'entourer aussi médiatiquement sur Paris, des gens qui l'ont suivi, sur les locaux aussi, sur la presse locale s'est bien intéressée. Hein, donc ça a démarré comme ça. Voilà, ça a démarré l'histoire. Et aujourd'hui, c'est considéré comme un moment important, notamment dans la carrière d'un jeune, d'une jeune pousse. C'est-à-dire que c'est important dans la mesure où la catégorie qu'on a n'a pas de tournoi officiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de championnat du monde, championnat d'Europe ou championnat africain de U16. Donc ça permet aux fédérations de se préparer pour les compétitions futures. Donc automatiquement, parce que je vais vous citer un exemple, l'équipe de France, c'est peut-être pas le terme, mais ça s'appelle un peu comme ça, brasse à peu près 50 ou 60 joueurs pour terminer vers Montaigu pour en avoir pour 20 joueurs. C'est ça. Hein, mais c'est normal parce qu'à cet âge-là, il y a beaucoup d'échanges et ça change, quoi. Ça change. Avant de revenir sur les équipes, les équipes qui vont être présentes et puis aussi les joueurs qui vont être présents, je voulais qu'on parle quand même de l'équipe qui travaille pour... parce que ça a l'air, c'est presque un rendez-vous maintenant assez régulier et on n'en parle pas assez. Combien de personnes sont mobilisées pour ce mondial au niveau associatif? Alors oui, vous n'allez pas me faire dire que beaucoup de gens quand on en discute, ils disent oui, il n'y a pas de problème, tout marche. Je dis c'est ça, on s'assoit dans une chaise, on attend que ça tombe. Et c'est pas ça. Je suis désolé, c'est un renouvellement sans cesse. Hein, bon là, pour des raisons économiques particulièrement, on fait ce qu'on appelle des pics, c'est-à-dire aux anniversaires, on essaye de sortir d'un train-train habituel qui est de 8 nations et 8 clubs. Là, on a fait 12 nations et 8 clubs. On aurait aimé faire 12 et 12, mais pour des raisons financières et notamment la fermeture aussi du village de vacances à Saint-Georges de Montaigu, ça ne nous a pas permis. Les pincerons, c'est ça, mais ça fait partie. Mais autrement, c'est une équipe qui a été renouvelée au fil du temps, hein, parce que ça a été le mondial a été longtemps dans le giron du football club de Montaigu. Et donc là, c'est bien séparé. Et depuis 2013, on a fait 2 associations. Là, il y a l'association du football qui s'occupe toujours, bien sûr, du club des jeunes et tout ça. Et nous, on a créé notre propre association parce que c'est pas très bien, mais on est un peu quelques-uns à la tête du mondial qui sommes des anciens forcément du FC. Hein, mais ça se passe tout à fait en harmonie puisque sur les 400 ou 450 bénévoles, beaucoup sont investis dans le club de foot aussi. Hein. Donc 450 bénévoles. Combien de spectateurs attendus?
Alors, les spectateurs, c'est un peu compliqué, c'est fonction des conditions atmosphériques. Nous, il va faire beau. Ouais, Normalement, beau. il va faire beau. Il fait beau cette semaine. Je voudrais bien, mais je sais pas, quand il fait beau avant, bon, j'espère. Croisons les deux. Oui, c'est sur une semaine, c'est plus 2 jours, c'est sur une semaine. Voilà, c'est ça. Non, après, on estime sur Montaigu qu'il passe, Oui. qu'il passe à peu près 20-25 000 personnes. Sur Montaigu. Que sur Montaigu, parce que si vous comptez, forcément, je ne vais pas faire le décompte, mais le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi, toute la journée du samedi, et ainsi de suite. Et plus si on compte sur la chaise Leviconte, Talmont Saint-Hilaire, là, on peut considérer, on arrive au-delà de 30 000 personnes qui viennent voir les matchs. Oui, donc c'est une vraie manifestation. Et c'est... Pardon. Excuse-moi. C'est surtout cet engouement qu'il y a, moi, c'est ce qui me scotche à chaque fois. C'est que ça dure depuis 45 ans. Voilà. Les gens pourraient dire, bon, c'est bon, quoi, ça va. Mais il y a une histoire de fête. On a parlé tout à l'heure des entrées payantes, là, depuis 1980, dans les années fin 90, 90, c'est entrée gratuite. Là, donc gratuit. On a fait une kermesse, donc les gens viennent en couple, ils vont au stade, ils ressortent, et ainsi de suite. Voilà, bon, c'est ce qu'il faut pour... C'est une vraie fête. C'est une vraie fête. Jérôme. Vous avez parlé de votre attachement au territoire de Montaigu. Et puis, on parle de cet engouement populaire. C'est aussi important que ce rendez-vous-là, il soit sur cette dynamique de territoire. Ça s'inscrit dans une dynamique, un rendez-vous qui est donné. C'est ce qui, en donnant aussi la place aux acteurs locaux, c'est aussi ce qui crée la mayonnaise. Oui, bah bon, Monsieur Van den Brink est arrivé sur Montaigu, nous on a pris le bébé, c'est sur Montaigu. Est-ce que, bon, je pense que ça aurait pu avoir lieu dans une autre commune. C'est une bonne question de savoir, est-ce que ça aurait pu avoir lieu ailleurs? Alors dans une autre commune, je mets un bémol, il est plus facile d'organiser un tournoi à Montaigu dans une commune de 5000 habitants, ou même un peu plus grosse maintenant avec la future nouvelle commune, mais que d'organiser ça par exemple dans une commune de 30 ou 40 000 habitants. C'est clair. Nous, il s'est créé, c'est vrai, on a eu la chance, moi je dis on a eu la chance d'avoir ce monsieur, parce que sans lui... Qui a donné l'impulsion. Voilà, et puis après d'avoir cet engouement, tant au niveau des bénévoles qu'au niveau des partenaires. C'est ça. On a une fidélité aussi de partenariat qui dure depuis 25-30 ans, et ça c'est énorme. Oui, parce que vous viviez de partenariats, on est d'accord. Collectivité et partenariat privé. Partenariat privé, entre guillemets, du plus petit au plus grand, et on respecte tout le monde, bien au contraire, ça représente à peu près 250 commerces, artisans, petites entreprises et grandes entreprises. Qui s'investissent dans le... Rendez-vous sportif, mais aussi économique, j'imagine, pour le territoire. Il y a une foire exposition, on le rappelle, qui a lieu les 15, 16 et 17 avril prochains sur le parvis du Théâtre de Thalie. Et vous savez, sur le plan économique, j'ai rien à vendre, ne vous inquiétez pas, mais c'est après le Tour de France, après le Vendée Globe, on est derrière au niveau des nuitées d'hôtel. Ça représente plus de 3500 nuitées d'hôtel pendant le séjour. Bon, il faut savoir qu'une délégation comme les Anglais viennent à 33 personnes. Oui, on va en reparler, Michel, parce qu'il y a d'où ma question en préambule sur la manne financière, l'économie que peut générer le mondial, et peut-être aussi les subtilités de certains staffs. Certains staffs ont peut-être des demandes un peu précises. Mais on va d'abord parler bande dessinée avec Fanny. On va parler de ça. Alors, on prévient quand même, en amont. Mais je vous en prie, prévenez. Non, c'est votre chronique. Eh bien, vous aviez envie de parler de Marceau. Ouais, je vais parler de Marceau. Donc, c'est un dessinateur d'humour noir dans la lignée des dessinateurs fluide glacial, je dirais, mais en plus trash. En moins potage, sans compromis et assumé. Donc ne laissez pas ça aux mains des enfants, par exemple. Mais... On avait envie d'en parler. Les âmes sensibles. Il n'y a rien de méchant, par contre. Rien n'est méchant dans cette chronique. Non. Et chez Marceau. Alors, dites-nous tout. Et il n'hésite pas à grossir les traits, donc met en évidence nos contradictions. Il peut décider de vous faire rire, comme il peut décider de vous plonger dans sa noirceur. Ça vient piquer, c'est vrai, mais certainement vous aimerez des sketchs. Vous en aimerez moins parce que ça viendra vous chatouiller quelque part. Il ne peut pas laisser indifférent. C'est-à-dire que c'est un personnage quand même assez clivant, mais il ne peut pas laisser indifférent. Soit on aime, soit on n'aime pas. Exactement. Mais au moins, on se passe quelque part. Quoi. Nous on aime. On peut le dire, nous on aime. Et c'est grâce à Fanny que j'ai découvert Marceau. Allez-y, je vous en prie, Fanny. Eh ben, moi non plus, je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert récemment suite à une polémique sur Facebook. Donc, comme je disais, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, comme vous dites, il ne laisse pas indifférent. Ouais.
Et pour ma part, je dois dire que j'aime assez Marceau aussi, autant dans la personnalité atypique qu'il dégage, dessinateur autodidacte, banlieusard, bad boy, tatoué, torturé. Il est un personnage lui-même, je dirais, mais aussi et surtout parce que c'est un tueur de la ligne claire, donc ça m'est très cher. Alors c'est quoi, la ligne claire, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un dessin au trait, où il n'y a pas de remplissage, de hachurage. Un peu à la Gottlieb. Oui. Gottlieb travaillait comme ça aussi. Mais ça paraît simple, mais ça ne l'est pas. C'est une discipline qui est compliquée en dessin. C'est exactement ça. Donc c'est pour ça que je parle de là, on peut dire qu'il est quand même très doué, quoi. Et en plus de ça, tout à l'ancienne, donc pas de tablette graphique, pas d'ordi, c'est gomme, calque, plume, je sais pas, mais en tout cas feutre, Stadler. Il découpe, il refait un peu comme le travail de Charlie Hebdo, un peu des dessinateurs de Charlie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est de plus en plus rare. Pardon, je suis désolée, mais moi ça me fait rire. Parce que c'est un peu tout ce qu'on pense tout bas, et lui il le met en fait sur entre toutes les mains. C'est ce que dit aussi mon libraire qui s'est fait offrir les 2 Brumes par son fils à Noël. Brume, c'est le titre de l'album de Marceau. Donc je vous invite franchement à découvrir son travail et sans vous excuser de l'aimer si c'est le cas, à travers les 2 Brumes, mais aussi la petite surprise qu'on m'a envoyée. J'attendais pas, 2 poids 2 mesures. Donc là un de ses personnages fétiches, Ghislaine. J'ai kiffé Ghislaine, franchement, elle est de mauvaise foi, elle est mesquine, en même temps elle est attachante et elle est naïve. Et non, c'était franchement super. Il vient de sortir en plus, c'est là, avril. Il faut peut-être dire une chose, c'est que Marceau est un peu blacklisté, on est d'accord, apparemment, par certains autres, dans le milieu. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu lui en parler aussi sur le plateau, parce que moi, en tant que dessinatrice, je peux pas accepter qu'un dessinateur soit blacklisté. On était tous pour Charlie il y a 2 ans, donc ils n'étaient pas forcément plus... Enfin, c'est pareil, c'est de l'humour quand même assez trash et graveleux. Assez forcé, oui. Donc soit on est pour la censure, soit on ne l'est pas, quoi. Donc ne trouvez pas des licornes et des arcs-en-ciel dans Marceau, ça n'existe pas. Par contre, si vous aimez qu'on casse un peu les codes de la bienséance intellectuelle, comme on dit, eh bien, c'est pour vous. Juste une petite parenthèse, Fanny, il ne s'attaque pas à 2 choses, les religieux et les policiers. Et il a un très grand respect pour ces 2 corps-là. Donc ça veut dire que c'est pas un méchant, Marceau, c'est juste quelqu'un qui crie un peu fort, c'est tout. Ça s'appelle Brume, c'est ça? Brume. Brume, on dit Brume. Vous découvrirez en les lisant pourquoi Brume, en fait. C'est Schering. D'accord. Et puis 2 poids 2 mesures qui vient de sortir. D'accord. C'est Marceau et on l'embrasse. Et il vient sur le plateau quand il veut. Merci beaucoup, Fanny. Ça a été très contente d'en avoir parlé. C'est la fin de cette première partie. On s'arrête pour une toute petite coupure pub et on revient après. On va reparler de football et du mondial football Montaigu avec Michel Allemand. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission consacrée au football mondial Montaigu qui a lieu du 11 au 17 avril prochain, c'est dans quelques jours, et nous sommes en compagnie de Michel Allemand qui est le président de ce 45e, enfin pas que du 45e, des autres avant, mais vous fêtez le 45e anniversaire de ce mondial. D'ici quelques instants, la fin de la chronique de Fanny et le début de la chronique de Jérôme Obino. Mais oui, non, vous êtes bien, et on est bien vendredi, Michel, je rebondis sur ce que Jérôme disait tout à l'heure et sur le fait de faire... je vais y arriver. Créer une dynamique sur le territoire. On l'a plus ou moins évoqué tout à l'heure. Tout ne se passe pas à Montaigu. Ça se passe aussi à Talmont, ça se passe à la Chaise-le-Vicomte, etc. Comment ça se passe? C'est vous qui contactez les clubs? C'est eux qui se proposent d'accueillir? Comment ça se passe? Alors, l'idée, elle est venue en fin de compte, tout simplement, c'est qu'en 1997... C'était le 25e tournoi. Ouais. Et une histoire de fou, parce qu'on ne pourrait pas le faire maintenant. On avait fait venir 32 équipes nationales et on avait divisé la Vendée en 8. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe à Fontenay-le-Comte-Luçon, un groupe à Chaland, et ainsi de suite. Ouais. Voilà. Et donc, ça s'est tellement bien passé que les gens nous ont tous dit il faudrait refaire. On refait ça en 98, l'année de la Coupe du Monde. Et bon, la chance qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois, il n'a jamais manqué une équipe. Parce que sur 32, c'était un peu chaud. Et 32. Ouais. Et donc, après cette date-là, si vous voulez, on a toujours continué à faire participer des clubs vendéens et des communes vendéennes. Ce qui veut dire que vous
tourner d'une édition oui, à l'autre? Oui, on essaye de changer un petit peu. L'année dernière, on était La Châtaigneraie et Bretignolles. Donc cette année, Talmont qui a demandé. Donc c'est souvent les clubs qui demandent. Hein, on n'est pas en peine, si vous voulez, d'aller faire le tournoi un petit peu partout. Après, il y a certaines conditions parce que les communes et les clubs ont un engagement quand même. C'est-à-dire l'engagement, il est tout simple. L'équipe arrive à l'avion à Nantes, elle repart le mardi matin d'après, 8 jours après à l'avion. Et pendant tout ce temps-là, ils sont chargés de gérer le transport. Hein, tout le transport, il est véhicule pour les entraînements, il est véhicule pour les matchs, donc il y a un coût, forcément. Alors souvent c'est un partenariat entre clubs et communes. Bon, je touche du bois, j'ai jamais vu un club se plaindre qu'il avait perdu de l'argent. Mais ce qui veut dire aussi que je vois par exemple pour la commune de la Chaise-de-Vicomte, Talmont ou Mouilleron, etc., ils s'engagent au niveau du terrain, par exemple du terrain de jeu, ils doivent... Est-ce que par exemple les clubs, les associations locales peuvent pratiquer le terrain à quelques jours? Non, alors justement c'est pour ça, parce que il y a de plus en plus d'exigences au niveau de la qualité des terrains. Donc là hier soir on avait réunion justement avec les 3 communes. Donc là ils ont joué dimanche dernier dessus un match, et là il n'y a plus de match non plus. Et bon, là on a la chance parce qu'on a une période favorable où il y a la pousse et tout ça. Bon, après c'est une histoire de tonte, d'entretien de terrain. Bon, là tout le monde s'y met, commune et club, tout le monde s'y met. En règle générale, on n'a pas trop de soucis. Jérôme, vous avez une question? Oui, par rapport à 45e édition, vous avez vu évoluer le monde du foot. Alors, il y a le monde du foot, le grand foot qu'on voit très pro. Et est-ce que vous avez été aussi garant d'un foot que vous vouliez à l'image aussi du club? Alors, si vous voulez, nous au départ, le but du tournoi était... Ils ont 16 ans, hein, les participants. Le but était de rassembler des jeunes pour se côtoyer dans le monde entier, tout ça. Bon, ça s'est très très bien passé, et ça se passe toujours bien, mais c'était plus familial au départ, parce que tout le monde mangeait à la cantine scolaire, tout le monde logeait au village de vacances. Après, pour les exigences des fédérations, il a fallu loger les gens dans les hôtels et tout ça. Alors, il y a eu une évolution, hein, il y a une catégorie de joueurs qui malheureusement ont eu des soucis après dans leur carrière professionnelle, qu'on a eu sur Montaigu dans les années 90 et qui avait un peu le boulard, qui était très difficile à gérer. Ce qui est un peu la réputation des joueurs de foot, sauf que maintenant quand même, depuis quelques temps, tout ça s'agit parce que la fédération a tapé un grand coup, et bon, autant il y avait, je dirais, certains laissés-aller, et bon, vous passiez devant les gens et vous disiez à peine bonjour, tandis que maintenant, souvent les jeunes sont beaucoup plus corrects parce qu'il y a un encadrement qui tient compte de tout ça, que ce soit les coachs, que ce soit le chef de délégation, n'importe, sont très attentifs à tout ça. Bon, on reparlera de cette notion-là et de ce côté boulard, comme vous disiez, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je voulais juste savoir, est-ce que ce rendez-vous du mondial est un rendez-vous attendu des 16 ans, de ceux qui vont participer, et des staffs d'Angleterre, des États-Unis, puisque c'est les États-Unis par exemple, ou du Cameroun par exemple? Oui, je vous cite un exemple, l'Angleterre qui vient depuis une douzaine d'années de rang. Bon, il y a une année, il y a 2 ou 3 ans, je dis bon, on va changer. J'avais rien dit parce que le temps d'essayer de trouver des équipes et tout ça, et ils ont envoyé un mail, mais cette année on n'est pas invité. Pourquoi on n'est pas invité? Ils ont relancé. Ils voulaient venir, absolument, mais moi je les ai pas invités. Mais ils viennent quand même parce qu'il y a 2 clubs non, mais l'équipe nationale anglaise. Ah oui, d'accord. La sélection anglaise. Bon, pour changer le plateau, parce que aujourd'hui le problème c'est qu'on a effectivement la France et l'Angleterre qui sont les piliers du tournoi, mais on essaye de changer sans arrêt, parce que là il y a 12 nations, mais on aurait pu avoir la Corée du Sud, on aurait pu avoir la Turquie, on aurait pu avoir la Côte d'Ivoire, on aurait pu avoir la Russie et compagnie. Donc, on va les citer les 12 nations. Il y a la France évidemment, l'Angleterre, le Portugal, la Belgique, le Danemark, la Chine, le Japon, le Cameroun, le Maroc, le Brésil, les États-Unis et le Mexique. Oui. Si j'ai bien compté, ça fait 12. Oui, ça fait 12, c'est ça. Oui, ce qu'on essaye aussi, c'est d'avoir une certaine diversité, parce que ce qui intéresse les gens, notamment par l'équipe de la sélection française, c'est de rencontrer des footballs qui n'ont pas l'habitude de rencontrer. On joue pas, messieurs, dames, excusez-moi, on joue pas au football de la même façon en Asie comme on joue au football aux États-Unis ou en Afrique. Les styles de jeu ne sont pas tout à fait les mêmes. Comme en Europe, on ne joue pas de la même façon au Portugal, Espagne ou France que dans les pays de l'Est et tout ça. Est-ce qu'on joue de la même manière? Le ballon est le même. Est-ce qu'on joue de la même manière à la Ferrière et à la Chaise-de-Vicomte? Je pense que oui.
Je pense que oui, suivant le niveau. Est-ce qu'il y a un football de côte et un football de marais? Et il fut un temps. Il y a moi qui est bon, il y a une trentaine d'années, je peux vous dire qu'il y a des endroits sur la côte, valait mieux pas y aller. Pourquoi? Parce que c'était un peu chaud, ça rentrait dedans. Ah oui. Donc vous voyez. Full catch. Voilà. On va en reparler évidemment du football. Fanny, on refait un point. Alors là, on sort de l'univers de Marceau. Ah, c'est de nouveau Oui, moi. c'est à vous. D'accord. C'est à vous, si vous êtes d'accord. Juste petit aparté, pour rester dans le thème de la BD foot, il y a une bande dessinée qui est sortie il y a quelques années sur Maradona. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Très belle bande dessinée. Bien, jolie. Non, mais elle vaut le coup. Vooch? Oui, Vooch. Alors, c'est bien, un autre génie de l'humour, Vooch, que je pense que beaucoup connaissent déjà. Alors, ils connaissent le dessin, mais je suis pas sûre qu'ils sachent que c'est Vooch. Mais oui. Oui, c'est une grande cliente de longue date de cette excellente artiste. J'avais très envie de vous le présenter aujourd'hui. Donc je suis évidemment pas la seule à l'apprécier parce que comme on vient de le dire, son talent est réputé et demandé dans les journaux connus, des magazines, je pense notamment, il me semble, Le Figaro, Psychologie. Figaro, Télérama, lui. Enfin bon, il y en a partout. Vous inquiétez pas, je suis au courant. Il y a du Vooch partout. Donc il a fait publier de nombreux recueils au Cherche Midi notamment, donc peut-être que ceux qui vous parleront le plus tout s'arrange même mal, le pire n'est même pas certain, personne n'est tout blanc ou encore le futur ne recule jamais, pour les titres jeux de mots les plus originaux. Et ce qui accroche... Pardon Fanny, c'est vraiment très drôle. Ce qui accroche chez Vooch, c'est sa parfaite gestion des couleurs, justement, là encore tout à la main, ses ambiances et ses lumières très maîtrisées, qui sont comme des petits bonbons pour les yeux. C'est exactement ça. Des vraies couleurs, mais acidulées tout de même, voire même carrément épicées. L'humour de Vooch, pour moi, c'est ce que j'appelle un chamallow au piment. C'est très joliment... oui, voilà. C'est très joliment résumé. C'est toujours la même recette, en fait, des personnages bourgeois la plupart du temps, qui dégagent une réelle bonhomie. Et une illustration alors qu'ils sont plutôt très longs. Très longilignes, mais ça dégage... Enfin, c'est vraiment une illustration agréable et délicatement colorée. Et sous Prozac. Mais non dénuée d'un certain cynisme, justement. Voilà, donc lui aussi souligne nos contradictions. Exactement ça. Et puis l'absurdité de certaines situations. Donc il y a des liens avec Marceau. Il y a quelques liens, mais toujours. Mais je pense que tous les dessinateurs d'humour, en réalité, sont plus ou moins... Ils nous mettent face à nous-mêmes, en fait. Exactement. Une espèce de miroir. Mais Vooch, c'est peut-être plus que Marceau pour faire le comparatif. C'est presque des petits tableaux, on est d'accord. C'est un dessin, on dit plein de choses, en fait. Il n'y a pas plusieurs planches. Le côté illustration sur une page. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a un... Comment dire, si ça rentre dans un registre particulier. Moi, je dis du Vooch. Même quand ceux qui font un peu ça, on dit du Vooch. Et d'ailleurs, souvent, on ne sait pas si c'est le dessin qui nous plaît ou carrément on sent la petite phrase de dessous. C'est l'idée. C'est l'harmonie, c'est le mélange, c'est le mariage des deux, justement. Sextoys, petit électroménager au 3e étage. C'est très, très bon. Moi, ma préférée, là, c'était laquelle ? C'est celle-ci. Voilà. Les électriciens chauves et bisexuels. Alors j'ai pas vu la suite, mais c'était très drôle. Bref. C'est les journalistes du JT. Petit clin d'œil à TV Vendée. Voilà. Malheureusement, nous n'avons encore aucune image de cette épouvantable tragédie. Nous allons donc essayer de la mimer. Je ferai l'avion avec son bord 268 passagers, moldaves inconscients. Du danger et Solange, elle fera la montagne. On embrasse les journalistes de BFM TV. C'est mon préféré. Je vous embrasse. Non, ça celle-là, elle est très très bonne. Puis on va l'offrir à notre invité. Ah, je pense. Vous devez vous déplacer. Vous avez bien fait de venir, Michel Allemand. C'est bien, c'est pas du foot, mais c'est très très bien. Merci beaucoup, Fanny. Et puis on va offrir 2 poids 2 mesures à Adèle. Parce que je sens qu'elle aime Marceau. Je la passerai. Ah ouais, moi, Marceau, c'est... Vous la partagerez dans le... J'aime beaucoup, je me retrouve beaucoup dans une des femmes. Devinez laquelle. Mystère. Je rigole. Merci beaucoup, Fanny. On va continuer à parler foot, Michel, sauf si vous voulez regarder la bande dessinée. On va parler foot. Pendant le mondial, est-ce que ça génère une économie locale, entre guillemets? Est-ce que vous parlez des hébergements qui sont très sollicités? Les commerçants, par exemple, de Montaigu, voire d'ailleurs, attendent ce moment-là? Oui, je dirais principalement hôtels et restaurants, bien sûr. En ce qui concerne le commerce, je suis un petit peu pondéré, parce que autant les premières années, il y avait des clubs et même des fédérations qui se déplaçaient avec des parents de joueurs et tout ça. Il y avait en
plus de ça, les joueurs étaient logés sur la proximité de Montaigu, donc Montaigu est un petit peu le centre. Maintenant, le fait que ce soit dispatché, bon, c'est un petit peu compliqué. Vous voyez, même on faisait jusqu'à présent un défilé d'équipes dans le centre de Montaigu le vendredi matin, on l'a arrêté il y a 4-5 ans, parce qu'il n'y avait personne, ça n'attirait personne, et après ça créait des problèmes de distance par rapport aux gens, aux équipes qui venaient, tout ça. Non, c'est surtout économiquement hôtels et restaurants, puis bien sûr les transporteurs et tout ça. Les cars, etc. Pour rebondir sur ce que disait Jérôme tout à l'heure, et pour continuer notre conversation sur le côté bichonnage, on les bichonne quand même, ces joueurs de 16 ans, parce que c'est peut-être des futurs Ronaldo, c'est peut-être des futurs Benzema. Il y a du bichonnage quand même. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu... Mais il faut... Excusez-moi. Non, il faut savoir quand même que ces jeunes-là, même s'ils ont 16 ans, qui jouent en équipe de France, ils sont déjà peut-être observés par un nombre d'agents ou recruteurs depuis déjà 2 ou 3 ans. C'est pas... Autant il y a quelques années, on venait découvrir des joueurs à Montaigu, autant peut-être pas les joueurs du Cameroun, peut-être pas les joueurs de Chine ou du Japon, mais tous les pays européens, ils savent qu'un tel joue et ainsi de suite. Voilà. Donc, après, dans le journal 20 minutes, vous avez dit, quand vous voyez les conditions à cet âge-là, vous comprenez ce qui se passe au-dessus. De 1973 à 80, les clubs et les nations acceptaient d'être logés dans des collèges et des villages vacances, que vous avez dit tout à l'heure. Maintenant, les fédérations demandent que leur équipe soit installée dans des hôtels, souvent 3 ou 4 étoiles. Les Anglais, par exemple, insistent pour dormir dans un 4 étoiles à La Roche-sur-Yon. C'est toujours vrai, ça? Oui, bien sûr, et c'est de plus en plus. Alors après, si vous voulez, autant il y a quelques années, nous, pour que le tournoi se construise, les fédérations, on en prenait au départ la totalité, puis après une partie au niveau des hôtels. Maintenant, on ne peut plus, parce que l'hôtel 4-5 étoiles là, qui prennent les Anglais, le budget est 60 000 € pour... juste pour l'hébergement. Pour héberger pendant 10 jours, 20 joueurs et 13 staff, parce qu'ils ont leurs enseignants, ils ont leur physio. Oui, c'est pas que l'équipe, il y a tous les kinés, les machins, les trucs. Mais est-ce que ça vous désole pas un petit peu? Il faut s'adapter. On parlait tout à l'heure de la vidéo qui est en route maintenant pour les matchs. On ne peut pas rester comme on était. On a perdu une petite partie de notre âme il y a X années, quand je vous disais que tout le monde était rassemblé à la cantine scolaire et tout le monde chantait après les matchs, les gens échangeaient et tout ça. Mais c'est la vie, il faut bien suivre le mouvement. Si on ne progresse pas, si on n'est pas attentif à tout ça, on meurt. Le tournoi, il y a longtemps qu'il n'existerait plus. Et juste pour clore le sujet, vous avez rajouté, toujours au journal 20 minutes, la fédération brésilienne nous a aussi demandé d'aller chercher les joueurs à Paris dans un bus tout confort haut de gamme. Il a même fallu leur envoyer des photos de bus. C'est invraisemblable à 16 ans. Oui, non, mais c'est ça. Et là, les Brésiliens, parce que la fédération brésilienne actuellement, c'est un peu à l'image malheureusement de leur pays, c'est un peu le bordel. Et donc ils nous ont vraiment confirmé il y a un mois et demi. Avant, on était dans l'incertitude. Et là, depuis 8-10 jours, ils nous mettent la pression. Sauf qu'ils arrivent une journée plus tard et l'hôtel était réservé. Enfin c'est un cirque pas possible. Ils ont des exigences, mais invraisemblables. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi avoir des exigences sur les terrains sur lesquels ils vont courir. Bien sûr. Oui, non. Donc il faut prendre des photos du terrain. Toute la nourriture, ils ont envoyé 3 pages pour tous les menus. Donc ça, vous le gériez en interne aussi. Oui, mais il y a des choses qu'on accepte comme ça, puis après, il y a la réalité. Et puis, moi, c'est ce que je leur dis. Attendez, vos jeunes, ils viennent d'où, là? Ils sont issus d'une famille classique ou même là. Et arrêtez, parce que dans quelques années, ce ne sera plus possible. D'accord. On va rester dans le domaine du foot, mais maintenant, c'est Jérôme qui va en parler. Oula. Jérôme, le oula ne vient pas de moi, il vient de Michel Allemand. Le foot, comme dirait l'autre. Eh bien, quoi dire du foot? Eh bien, que le foot a bien changé et ne ressemble sans doute plus au foot de notre enfance, du temps où Bedos s'écrivait le foot. Aujourd'hui, ce temps-là a bien changé. Le foot, c'est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, un marché. D'ailleurs, bientôt, il va rentrer en bourse et les joueurs vont jalousement protéger leur bourse comme sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, regardez, déjà les joueurs se vendent, font des passes. Le monde du foot n'a qu'une idée en tête, amortir le ballon.
Sans parler des petites choses plus ou moins licites qui fleurissent parfois sur le terrain, l'herbe, les lignes blanches, le shoot. Bientôt, le foot verra désormais évoluer 44 hommes sur le terrain. Chaque joueur sera suivi par son agent ou par son argent, ce qui revient au même. Bientôt, les transferts pourront s'opérer dès que le ballon sera sorti en touche. Les conditions financières seront négociées de la main à la main par les agents les plus proches et réglées par chèque au porteur du ballon. Bientôt, la cote des joueurs sera en permanence inscrite au tableau d'affichage. Cette cote évoluera en temps réel, suivant le nombre de touches de balles, de buts inscrits. Finalement, le mercato sera ouvert à 365 jours par an. Le foot a bien changé. Le foot, c'est un peu, beaucoup, passionnément, à la folie de la haute couture. Footballeur, c'est un métier. C'est un peu comme dans la couture. Au début, on est issu d'un centre de formation, joli. Simple tissu, souple, résistant, étoffe de héros. On est maladroit, on fait toile sur toile, on fait tapisserie sur le banc des remplaçants. On est bleu, mais pas encore chez les bleus. On est bleué. Et parfois, on est mis ou remis au rebut. Et on en a vu des chutes de tissu. La vie, c'est jamais du velours pour commencer. Il faut passer à travers les mailles, ne pas se prendre les pieds dans le tapis. Il faut essayer de rester soi. Et puis, comme tous les tissus, on vous colle un patron, un entraîneur, un dirigeant. On vous taille un costume au format standard, suivant la mode du moment. Du prêt-à-porter le maillot. Le joueur de foot, plus il s'avance dans sa carrière, plus on lui colle des marques sur le maillot. Finalement, c'est un homme sandwich. Il tombe dans le panneau publicitaire. Plus un joueur est bon, plus il est marqué à la culotte. Il y a les chanceux, les talentueux qui deviennent des grandes marques de la haute couture. Mais attention, un joueur se démarque très vite. Le foot a bien changé. C'est un peu beaucoup passionnément à la folie, comme en politique. Mais là, en bon papier sur le foot, je vais marquer une pause et on va se retrouver en deuxième mi-temps. On verra en quoi politique et foot peuvent se rapprocher. En attendant, méfiez-vous des histoires et surtout, méfiez-vous du compteur. Ça, on n'arrête pas de le dire. On fait une petite pause, on fait une petite mi-temps. Une petite mi-temps. Un petit mi-temps et on se retrouve juste après ça pour reparler du foot. La mi-temps est terminée, de retour dans la troisième partie de la grande émission et nous sommes en compagnie de Michel Allemand qui est le président du Mondial Football Montaigu qui commence le mondial, pas Michel, le 11 avril prochain jusqu'au 17 avril. C'est le 45e rendez-vous et on va reparler foot. Le foot. Je vous disais tout à l'heure que le foot a bien changé. Il ne ressemble plus au foot de notre enfance. On a vu que le foot, c'était un peu beaucoup passionnément à la folie à marcher, où on l'a comparé à la haute culture. Et bien à présent, voyons comment le foot est un peu beaucoup passionnément à la folie, comme la politique. D'ailleurs, joueurs ou politiciens se revendiquent tous hommes de terrain. Les uns sortent des vestiaires, les autres de l'ENA. Au foot, comme en politique, l'alternance est respectée. 45 minutes à gauche, 45 minutes à droite, et parfois on joue au centre. En foot, comme en politique, on commence amateur. Mais comme ça nourrit pas son homme, on devient très vite professionnel. Même si le foot paye nettement mieux. Seul le ballon n'est pas payé et c'est l'injuste parce que c'est pourtant lui qui prend les coups. C'est vrai. Le patron sur la pelouse, c'est l'homme en noir. C'est un peu comme le président. C'est lui qui décide s'il reste 7 ou 5 minutes à jouer. Il a ce qu'on appelle la légitimité. Il a le chrono, le sifflet, pas le droit de le toucher, de dire du mal de lui, de le juger. C'est ce qu'on appelle l'immunité. Footballeurs et politiques ont des clubs de supporters qui hurlent, vocifèrent, agitent des petits drapeaux. Surtout en ce moment. Ils descendent dans les rues, klaxonnent en disant « On a gagné !» Le politique, comme le footballeur, peut utiliser sa tête. Tout le monde ne sait pas le faire. Dommage, ça donne un jeu très aérien et cérébral, mais ça, c'est réservé aux grands. Il existe cependant une différence notable entre foot et politique. En politique, les coups francs sont plus rares. D'ailleurs, on ne les remarque même pas. Et puis, la politique n'est pas un jeu.
Les règles étant à peu près les mêmes, certains aventuriers ont essayé de passer du foot à la politique. Ils ont essayé et ont été assez vite remis au tapis. C'est vrai. Ah, le foot. Alors finalement, à quoi ressemble le foot? À un marché, au monde de la couture, à la politique? Qu'est-ce qu'on s'en fout après tout? Heureusement qu'il ait des heureux événements comme à Montaigu, un événement loin de ce monde de foot-là, un événement qui redonne au foot ce qu'il a de plus beau, de plus populaire, de plus collectif. Alors, vivement le mondial, qu'on reprenne un peu de rêve, du mondial Montaigu bien sûr, qu'on reprenne un peu de rêve du ballon rouge, des filets mignons, des pénaux, des prolongations, toute une poésie qui nous rend le foot de notre enfance, ce foot où toutes les récrés sont Coupe du Monde. Il y a du rêve et de l'espoir à revendre. Alors, longue et belle vie au mondial. Ce foot-là, on l'aime. C'est très joli. Ouais. Et je rebondis sur ce que... J'arrête pas de rebondir sur ce que vous dites aujourd'hui. Rebondissez, c'est normal, c'est le ballon. C'est le ballon. C'est le ballon. Est-ce que le mondial, c'est une cour de récréation? Comme quand on était petit et qu'on faisait des matchs de foot et qu'on était... C'est plus sérieux que ça. Oui, c'est-à-dire bon, il y a deux aspects, si vous voulez. Pour les joueurs qui viennent, les clubs et les nations, ça devient hyper sérieux. C'est même le foot, ils sont dans leur match et tout. Même il y a il y a de l'enjeu. Je veux pas dire quand ils viennent pour gagner, c'est comme ça, c'est de la compétition. Et après, il y a le côté récréation, je dirais, qui est côté un peu spectateur, parce que quand les enfants viennent au tournoi, on en croise aussi où ils emmènent leur ballon. Et eux, ils ne regardent pas. Forcément, ils ne regardent pas. Ils n'ont pas le temps parce qu'ils ne sont pas assez passionnés à 7-8 ans. Là, ils vont jouer un peu partout avec le ballon. Ça fait un peu l'histoire de la récréation concernant un peu les spectateurs. Il y a un peu de ça. Est-ce que c'est un moment où les recruteurs, on parle de marché, est-ce que certains recruteurs viennent faire leur marché au mondial? Oui, alors. C'est pas beau le mot marché. Oui, mais c'est une réalité. Bon, là, les mails n'arrêtent pas de tomber parce que les clubs nous envoient, parce qu'ils pensent, comme dans certains grands clubs, qu'il faut des accréditations, il faut des places réservées, tout ça. Nous, c'est vraiment cool. Mais c'est le Bayern. Oui, voilà. Mais c'est le Bayern de Munich, c'est Barcelone, c'est Manchester, c'est tous les gens et ça. Je sais pas, nous on estime, surtout en début de semaine, et c'est pas facile à calculer parce que comme il y a des matchs un petit peu à Mouilleron et tout ça, mais ils passent quand même par Montaigu pour prendre principalement les principales informations. Ça peut être 50-60 recruteurs qui passent par Montaigu en début de semaine et un peu tous les clubs. En début de semaine. En début de semaine, parce que si vous voulez, ils font mardi, mercredi, jeudi, et après, ils ont tourné pour voir un petit peu les nations. Puis après, en fin de semaine, il y en a qui restent le samedi, mais très très peu restent jusqu'au bout parce que les finales ils ont tout vu quoi. Puis ce sont des joueurs, comme je vous disais tout à l'heure, ce sont des joueurs qui sont déjà suivis, hormis les joueurs africains ou les joueurs asiatiques et tout ça, mais sur l'Europe ils sont déjà suivis. Ça veut dire que 16 ans c'est déjà un peu tard pour être repéré entre guillemets, sachant que c'est l'âge des jeunes qui vont participer au mondial. Alors après il y a beaucoup de jeunes qui sont repérés avant. S'ils sont déjà en sélection nationale, c'est qu'ils ont un bon niveau. Après, c'est une pyramide, faut pas rêver. Même s'il y a quelques années, on prenait, je vais prendre un exemple de l'équipe de France où la sélection française, la base était comme ça, pour arriver à 1 ou 2 pros dans une génération qui était passée à Montaigu. Là, il y a des fois, là, depuis quelques années, la base est la même, mais on arrive à 5, 6 ou 7 qui jouent en pro assez rapidement. Et je dis assez rapidement parce que c'est le record, je dirais, il y a 2 ans, le gardien de but actuellement de Toulouse qui s'appelle Alban Lafont, il a joué, alors tenez-vous bien, il a joué au tournoi de Montaigu en 2015, en avril 2015, et en octobre 2015, il jouait gardien de but au Toulouse FC professionnel. Et il n'a jamais quitté le terrain. C'est-à-dire qu'il avait, dans sa 17e année, il est toujours. Là, c'est vraiment le raccourci. Un autre exemple qui est le contre-exemple, Didier Deschamps, quand il a joué en 84, a mis un laps de temps pour jouer après en professionnel. Tandis que là, maintenant, on fait confiance davantage aux gens tout de suite. Quoi. Et nous, on s'en aperçoit. Ce qui veut dire que les recruteurs veulent tout de suite récupérer le jeune au cas où. Quoi. Quand il rentre dans le système professionnel, il est appelé à jouer dans l'effectif professionnel de plus en plus vite. Je l'ai dit en préambule, Pogba est passé par Montaigu. Oui. Ronaldo est passé par Montaigu. Oui. Matuidi. Oui. Le duo Benzema-Valbuena. Qui c'est Oui. Alors, oui. Un avec Bordeaux, puis un autre, Benzema avec
avec Lyon. Et un peu plus tard, enfin plus tôt, Desailly, Deschamps, Henry. C'est une super carte de visite quand même, de dire tiens, j'ai eu Ronaldo. Ouais. D'ailleurs, vous avez dit un truc très drôle, Ronaldo avec le Portugal, c'était en 2001. Vous avez dit, il avait 16 ans, je me souviens juste d'un joueur sur le côté qui allait très vite. Bah oui, parce qu'on peut pas, si vous voulez, c'est après le petit Mbappé, là, quoi, que tout le monde parle actuellement, qui a parlé du mondial de Montaigu dans l'équipe, en disant qu'il avait... il était venu jouer avec Monaco. Bon, on a bien vu que c'était un bon joueur, mais deviner qu'ils viennent des stars, c'est hyper compliqué, parce qu'en sens inverse, on a vu aussi des joueurs qui étaient très très bons à Montaigu, puis qui n'ont rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait, qui ont fait une carrière modeste. Hein. Vous n'êtes pas recruteur, mais vu votre... Je ne serais pas là, si j'étais Non, mais surtout, vu votre habitude, vu le fait que vous aimez le foot, vu que ça fait 45 ans que vous êtes sur le mondial, etc., vous les repérez quand même, les petits jeunes? Il y a un petit, vous dites, Oli. Oui, bah, c'est sûr, quand on regarde... Bon, je regarde moins de matchs que je regardais. Il fut un temps, il y a une vingtaine d'années, je ratais pas un match et tout ça, j'étais toujours au taquet et tout ça. Mais là, bon, maintenant, je vois ça un petit peu plus... d'un peu plus loin, mais c'est vrai qu'on décèle tout de suite un certain talent de joueur. Hein. Pogba, en 2009, vous l'avez repéré? Non, je peux pas vous dire. Il joue au milieu de terrain, effectivement, mais bon, je peux pas... D'accord. Non, c'est compliqué, très compliqué. Ouais, c'est ça. Il y a plein de paramètres aussi extérieurs qui rentrent Mais c'est une certaine fierté et une notoriété pour le tournoi. Oui. Ah ouais, je vais vous citer juste une petite anecdote qui est toute petite. Hein. Cristiano Ronaldo a son musée à Funchal, à Madère. Hein, c'est là où il y a la fameuse tête qui n'est pas belle, là oui, c'est ça. Ouais. Et donc, il a ouvert son musée. Et il y a, bien sûr, il y a X vitrines. Et bien placé près de ses ballons d'or et tout, il y a le trophée de meilleur buteur à Montaigu, Sodebo. Je dis. C'est génial. Voilà. Alors, un joueur avait dû passer et voir, il a envoyé un truc pour West France. Donc, ça veut dire que ça comptait pour lui. Oui, hein, bon, il a fini meilleur buteur du tournoi. Donc, il avait eu le trophée. Il est en bonne place. Donc c'est dommage, j'étais allé à Madère, mais je ne le savais pas. Donc quand je retournerai, j'irai au musée. Il faut y retourner. L'année dernière, c'est les États-Unis. Oui, c'était un peu une surprise. C'est assez bizarre parce que ce n'est pas du tout un sport réputé là-bas. Deux choses bien distinctes. Le soccer. Oui, le soccer. Et au niveau professionnel, ils ont toujours du mal à mettre en route leur championnat professionnel senior, puisqu'ils font venir des joueurs étrangers et tout ça. Après, c'est bon, même s'il y a beaucoup d'argent, mais ça ne suffit pas, parce qu'ils font souvent venir des joueurs qui sont en fin de carrière sur l'Europe et tout ça. Par contre, au niveau des jeunes, le sport pratique, je ne sais pas si c'est le numéro 1, hein, mais pas loin du trio de tête, c'est le football. C'est le football. Ah ouais. Chez les scolaires, chez les jeunes, c'est le football. C'est pas le football américain. Non, c'est le football. Hein, ils jouent tous au football. D'accord. Donc, alors après, forcément, chez les jeunes, mais c'est bizarre qu'un grand pays comme ça n'arrive pas après à passer l'étage au-dessus. Vous avez un petit pronostic sur le... Non, un pronostic, c'est compliqué. Bon, c'est vrai, si c'est pronostic, ce qu'on aimerait forcément, ça s'est pas fait depuis qu'ils sont revenus, c'est d'avoir un France-Brésil en finale. Pour nous, c'est le top. Mais maintenant, il y a l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a le Cameroun, il y a le Japon, il y a d'autres équipes aussi, le Mexique. Ce qui est super bien quand même au mondial football Montaigu, c'est qu'on fait le tour de monde en une semaine, en fait. Il y a un peu ça. Oui, c'est ça. C'est une cour de récréation et un mélange des cultures aussi et de foot, parce que vous disiez qu'on ne pratique pas le foot en Afrique. Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qui est très, très intéressant. Hein. Bon, là, on a les 4 continents. Et une seule fois, on a eu... non, 2 fois. On a eu les... Non, une fois. Une fois les 5 continents. Parce qu'on avait réussi à avoir la Nouvelle-Zélande. D'accord. Bon, c'est vrai qu'en Océanie, c'est un peu compliqué. Hein. On a eu Nouvelle-Zélande et Australie. Mais la Nouvelle-Zélande était venue et on avait un pays africain, on avait Europe et tout. C'était sympa. Alors, si vous voulez avoir la totalité des matchs, parce que c'est par catégorie, on est d'accord, hein, enfin par groupe A, B, C, D, vous avez tout ça sur le site internet du Mondial qui va s'inscrire, voilà, mondial-football-montaigu.fr. Et je rappelle juste que pour la première journée, c'est-à-dire le mardi 11 avril, il y a 4 matchs évidemment, à 19h, à 18h30 à Montaigu, il y a France-Cameroun, à la Chaise-le-Vicomte, il y a Angleterre-Mexique à 18h30, à Talmont-Saint-Hilaire, c'est le Brésil-Danemark à 18h30 aussi, et toujours à 18h30 à Muiron-le-Captif, c'est les États-Unis contre la Belgique. Et pour les autres dates, etc., vous pouvez consulter évidemment tout le
tout l'agenda qui est sur le site internet du Mondial Football Montaigu. Michel, juste avant de terminer cette émission, vous préparez déjà l'édition 46e édition? Oui, on y pense un petit peu. Bon, si vous voulez, elle sera, comme je disais, elle sera plus réduite. Hein. On reviendra à 8 nations et 8 clubs. Bon, les clubs nous posent certains problèmes au niveau de l'hébergement, du fait de la fermeture du village. On est obligé de mettre 2 équipes à La Roche-sur-Yon. C'est pas pratique, il faut qu'on trouve des solutions. D'accord. Hein. Alors après, si on se porte un peu plus loin, c'est vrai qu'à 45, on arrive aux 50. Puis moi, je fonctionne comme ça. Alors bon, mais ce sera la barrière. Là. 50, après vous arrêtez? Ah moi, oui, ce sera terminé. Donc il faut des jeunes qui reprennent le... Ah oui, non, mais là, de toute façon, tout le monde est prévenu et sera reprévenu. C'est-à-dire que donc c'est 2022. En 2020, il faudra que la solution soit trouvée. Hein. Vous avez prévenu votre femme? Oui, mais elle sait déjà que je devais arrêter au 40e, alors il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Comme ça, elle est prévenue il y a longtemps. Merci beaucoup, Michel Allemand. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau de la grande émission. Bon courage pour le Mondial Football Montaigu. C'est du mardi 11 avril au lundi 17 avril. Vous avez plein de matchs et j'espère qu'il fera beau. Normalement, il va faire beau. Jérôme Aubineau, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir accepté votre mission par les foot. Fanny, on se voit très vite. À très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée et un très bon week-end.